J'étais ami avec Brenda Fassi. Et donc, on avait de bonnes amitiés. Donc, elle voyageait souvent, elle venait passer du temps en Côte d'Ivoire. Et quand elle vient en Côte d'Ivoire, on cause, on parle de tout, on se promenait. On partait dans les maquis, on partait dans les différents quartiers. Elle voulait un peu s'approcher du mouvement Zouglou. Elle a effectivement s'approché de Magic System. Et l'anecdote, c'est que à Salfo, un homme, un bon visionnaire, s'est dit, mais attends, Brenda Fassi peut pas être à Abidjan et puis nous on ne fait pas un mot ça à Brenda Fassi. Donc, sur le coup, elle devait partir ce jour parce que je crois qu'à l'époque, son oncle, le président Nelson Mandela, c'est une anecdote, on est dans sa chambre et puis le président Mandela appelle. Je m'appelle Éric Béranger-Théa. Beaucoup d'hommes m'ont connu sur le pseudo de chef du village. Quand j'ai fait mes années que j'ai accompagné le Zouglou, la musique ivoirienne, et puis j'ai été journaliste à Fraternité Matin, Ivoire Soir, également à Soir Info. Et donc voilà, j'ai fait mes lettres de noblesse dans l'écriture ici. Beaucoup d'hommes certainement se rappellent de moi. Et puis je suis parti aux États-Unis. Et là-bas, j'ai essayé d'embrasser d'autres choses. Je suis allé à l'école et je suis devenu administrateur. Voilà, des services publics et parapublics. Et donc, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à côtoyer beaucoup d'artistes ivoiriens. On a, pendant nos temps perdus, travaillé un peu sur des programmes de promotion, de marketing, et comment est-ce qu'il fallait propulser certains artistes de la place. Nous avons fait notre modique contribution à ce niveau-là. Et il y a beaucoup d'artistes qui venaient nous voir, qui pour qu'on les aide avec leur biographie, qui pour qu'on les conseille en ce qui concerne la poussée de leurs albums, comment faire en sorte qu'ils puissent gagner une bonne part du marché. Et nous avons pris plaisir à faire cela. Mais nous, on a marché avec, d'abord, on a trouvé tous les Agnès Kédi avec qui on a travaillé. On a travaillé aussi avec Eric Koussa, qui est vraiment quelqu'un qui nous a vraiment beaucoup éclairé. Avec Eric Koussa, et puis au même moment, nous, on travaillait avec les Moses Djenko, beaucoup d'autres personnes dans le milieu de la culture qui ont travaillé avec nous. Journalist People, je pense que c'est venu un peu automatiquement. Parce que je suis libre d'approche, je partage mes idées librement, j'aime parler avec les gens. Et puis je pense que c'est peut-être mon style qui a fait que les gens sont venus vers moi. C'est vrai que je faisais beaucoup de reportages critiques à l'époque, un peu sur la musique. Mais je voulais évidemment que les choses soient bien faites. Et donc les gens venaient vers moi. Ils me disent, attends, hein, je viens vers toi, la fois me dit d'abord, c'est comment ce son-là. Écoute-le et puis dis-moi, qu'est-ce que tu sens? Est-ce que tu l'aimes? Etc., etc. Et nous avons été suivis et nous avons connu beaucoup de succès. Beaucoup de succès. On parlera de Magic System. On a commencé vraiment une collaboration très jeune. Et à cette époque, évidemment, on parle de début 2000. C'était 4 jeunes gens venus d'Anoumambo qui avaient un monsieur, Angelo Kabila, qui était à leur côté en tant que producteur à cette époque et qui sont venus vers nous. Et nous ont dit, mais viens, on va marcher ensemble, viens, on va voir cette aventure. Ma plus grande surprise avec Magic System, c'est que la magie a commencé un soir dans un bistrot de la place. Mais en fait, les conditions qu'on a menées même à la fabrication de cet album mythique-là, c'est que à chaque fois, à l'époque, quand il rentrait en studio, il était malade, hein, il était vraiment fébrile. Mais c'est quelqu'un qui était fébrile qui a fait cette pose de voix-là, qui a donné ce que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, ça parle un peu de cette magie-là.
et puis les conditions de production, de promotion. Nous, on n'a pas rentré beaucoup dans ces détails. Mais tout était magique. Tout était magique. Et lorsque la maquette a été terminée, bon, ils ont voulu essayer de faire un test. Et donc, le premier test, c'était dans un maquis. Ils sont arrivés dans un maquis, ils ont donné ça au DJ. Il dit, mais DJ, joue-moi un peu ce petit son, on va voir comment ça marche. Quand ils ont mis le son, tout le maquis s'est levé. Tous les gens se sont mis à danser. C'était époustouflant. Et je pense que la magie continue aujourd'hui encore. Et puis, à un certain moment donné, on voulait faire du buzz, du bon buzz. Et puis, secouer un peu les Ivoiriens. Donc, nous avons soutenu les tueuses du Mapuka avec tous mes respects, monsieur le maire, John Chahin. Et à cette époque, on a fait vraiment, on a poussé les tueuses du Mapuka qui aujourd'hui résident toutes en Italie. Et puis, on a aussi travaillé avec beaucoup de personnes qui sont venues nous approcher. Par exemple, je vous dirais que les 20 ans de Chantal Taïba au Palais de la Culture, j'étais le président du comité d'organisation. Et elle a eu confiance en moi à cette époque. Elle m'a demandé, elle m'a dit, mais chef du village, c'est comment? Je lui ai fait mes 20 ans. Je lui ai dit, mais il n'y a pas de problème. Hein. On l'a fait. Et ça a été un succès phénoménal. Succès phénoménal. On avait des mains qui touchaient et puis bon, tout marchait, quoi. Le fait de, j'ai envie de dire que de se trouver dans un coin et puis de façon insolite, hein, quelqu'un vient te saluer et puis te dit, mais toi tu es où là? Tu es dans quel journal? Et je peux dire qu'après 20 ans, j'étais étonné, j'étais avec mon collaborateur au plateau, il y a quelqu'un qui vient, qui nous approche, qui vient, il présente ses respects et continue son chemin. Vieux père, vraiment, respect. Et puis il a continué son chemin. Pour moi, c'est plus que de l'or. C'est ça. Et puis de savoir qu'aujourd'hui, on n'a pas fait du travail en vain. Le Zouglou est plus fort que jamais. Le Zouglou a atteint ce paroxysme. Magic System, alors on n'en parle pas. Je crois que tout le monde sait où est Magic System aujourd'hui. Tout le monde sait qui est à Salfo. Et je suis fier pour cela. Fier d'avoir été au début de l'aventure. Oui, à cette époque, on n'avait pas de vie, il faut que je te le dise. À certains moments, nous, on rentrait à la maison à 3h, 4h du matin. Et puis, on arrivait à dormir quelques heures. On devait être encore à la rédaction pour essayer de travailler un peu sur tous les scoops. Pendant toute la nuit, hein, on était de Poboué, Makoli, Gasoil, Yopougon, La Joie, je vais parler de la rue Princesse, etc. etc. Et on se trouvait dans des moments où, quand on voyait le scoop, là, on avait toujours des calepins. Au fur et à mesure qu'on partait, on mettait l'heure, l'endroit, etc. C'est-à-dire le basique de où, quand, etc. Et on écrivait un peu ce qui se passait. Et donc, ça nous permettait, même avec la fatigue, quand on arrivait déjà, on avait déjà un canevas, on regardait un peu nos trucs, on partait avec une ligne, on partait avec les articles comme cela. Mais évidemment, ils ont l'Internet pour commencer. C'est vrai qu'ils peuvent traiter rapidement. Ils ont la possibilité aujourd'hui. Nous, on n'enregistrait pas du tout, à cette époque-là, beaucoup d'interviews qu'on faisait. On avait un photojournaliste qui prenait les images sur le coup. Et puis, nous, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait l'interview. Mais c'est vrai, c'était avec les dictaphones et tout cela. Mais moi, pour moi, personnellement, ça amenait à... Bon, c'était un peu beaucoup de travail, quoi. Donc, nous, on a travaillé sans ces moyens techniques-là. Je rappelle que quand je rentrais à Fraternité Matin, les journalistes de Fraternité Matin n'avaient pas tous un ordinateur. Hein. On avait des papiers écrits à la main. Ces papiers manuscrits-là partaient au système de correction. Après la correction, il y avait une seconde lecture et c'est ensuite, maintenant que le papier était sélectionné pour être dans le journal. Donc, ce n'était pas cette époque-là où les gens tapent aujourd'hui l'article sur l'ordinateur et puis l'ordinateur fait des autocorrections. Non, c'est pas ça. Nous, on est de la vieille école. Mais ils ont tout dans les mains aujourd'hui. Il faut qu'ils soient plus fouineux. Il faut qu'ils aiment le travail. Il faut qu'ils n'aient pas peur des challenges. Et puis, il faut qu'ils... Tu sais, dans tout ce qu'on fait, quand on est dédié, ça marche.
Quand on ici, on met sa personne, quand à 3 h du matin, Marcelin Yaté, paix à son âme, m'appelle et me dit, mais tu es où là? Mais ça se passe ici au studio. Hein. Ça veut dire qu'à 3 h du matin, moi je suis à Port-Boué ou je suis à Yopougon, je cours, je vais au studio. Je dois être avec lui. Mais c'est comment? Quelle est le son? Et puis, entre nous, on se parle, on se côtoie. Je vais vous donner une autre anecdote qui est très importante, parlant de ce travail journalistique. J'étais ami avec Brenda Fassi. Et donc, on avait de bonnes amitiés. Donc, elle voyageait souvent, elle venait passer du temps en Côte d'Ivoire. Et quand elle vient en Côte d'Ivoire, on cause, on parle de tout, on se promenait. On partait dans les maquis, on partait dans les différents quartiers. Elle voulait un peu s'approcher du mouvement Zouglou. Elle a effectivement s'approché de Magic System. Et l'anecdote, c'est que à Salfo, un homme, un bon visionnaire, s'est dit, mais attends, Brenda Fassi peut pas être à Abidjan et puis nous ne fait pas un mot ça à Brenda Fassi. Donc, sur le coup, elle devait partir ce jour parce que je crois qu'à l'époque, son oncle, le président Nelson Mandela, c'est une anecdote, on est dans sa chambre, et puis le président Mandela appelle. Elle dit non, je vais utiliser les toilettes. Donc elle rentre dans sa bouche, à l'hôtel Ivoire, elle va dans sa douche, le téléphone sonne, elle me dit, Eric, answer. Donc je prends le téléphone, à ma grande surprise, c'est Nelson Mandela, au bout du fil. Donc il me demande, mais elle est où? J'ai dit, elle est en Côte d'Ivoire. Il dit, Côte d'Ivoire? J'ai dit, oui, elle est en Côte d'Ivoire. Il dit, elle est venue voir qui? Je dis, mais elle a des amis ici, comme moi-même, Kabila. Et lorsque je dis le nom Kabila, je vois Nelson Mandela au bout du fil en train de s'énerver. Kabila? What are you talking about? Kabila? J'ai dit, no, it's not the other Kabila. It's another one from Ivory Coast. Donc j'ai dit, non, on ne parle pas du même Kabila. On parle plutôt d'un Kabila de la Côte d'Ivoire, qui était à l'époque, évidemment, le producteur de Magic System. Donc, après ça, il me dit qu'il y a les réunions de famille, et donc elle vient prendre le téléphone. Il lui dit, il y a une réunion de famille, il faut qu'elle rentre rapidement en Afrique du Sud. Donc, il envoie son jet pour la prendre à l'aéroport. Lui, Nelson Mandela, envoie son jet pour récupérer sa nièce ici à Abidjan. Et sur le coup, on a plus de temps. Donc, maintenant, il faut concocter quelque chose rapidement. On appelle Alain Sawaya à l'époque. Ceux qui savent, qui sont dans le bois sacré le savent. On va au déplateau chez Alain Sawaya, on fait une prise directe. C'est-à-dire les Magic System, avec le génie, vont, ils posent la voix, on fait une ouverture, on demande à Brenda Fassi de rentrer, elle fait 30 minutes. Ou elle, boum, mise en cage. De là, on l'accompagne à l'aéroport. Et puis, voilà un peu ce que c'était. Donc, on était un pied dans le showbiz, mais au même moment, on était les journalistes, on était là pour attraper le scoop, hein, là où il est. D'abord, j'ai fait un coucou à Guillaume Vergès, parce que Guillaume Vergès, je crois que c'est moi qui, très tôt, l'avais invité à nous rejoindre dans la promotion de Magic System. Il est venu, il a également, comme tant d'autres journalistes, comme les Moses Jinko, qui ont participé très tôt à la promotion de Magic System. Un coucou à mon frère Moses Jinko, qui avait fait un des premiers voyages qu'on a fait, je pense que c'était au Gabon, où on s'est retrouvé, je pense, avec Pierre Kenegé, paix à son âme, qui à l'époque, que nous connaissons, qui était un doyen de la musique africaine. On avait même rencontré de façon privée Patience Dabani à sa résidence. Et je crois que c'était moi, Salfo et Moses Djenko, qu'on était à la résidence. Elle nous a parlé un peu de ce qu'elle voit de la musique, de ses rêves, de comment est-ce qu'elle voit les choses grandir, etc., etc. Je crois qu'à Salfo qui était là, qui écoutait patiemment, qui n'a même pas posé de questions parce qu'il était comme l'élève. Il voulait écouter chaque mot qui sortait de la bouche de Patience Dabani, il écoutait, il était là. Moi, je le regardais et j'ai compris que c'est quelqu'un qui était structuré déjà dans sa tête, qui savait où il voulait aller, tu vois. Et puis, donc, coucou à Moses Djenko, et puis coucou à Eric Kossa, qui a travaillé beaucoup pour nous. Qui nous a énormément aidé.
un coucou à Eric Kossa, un coucou à Guillaume Vergès. Guillaume Vergès, pour moi, là, il incarne ce qu'on appelle la fierté de la nouvelle génération. Il a commencé comme journaliste dans la presse écrite, et puis par la suite, il a essayé de travailler sur un canard. Il a ensuite, je pense qu'il était directeur de rédaction, de Prestige. Et puis par la suite, il est à l'aide de l'Internet et aujourd'hui, on le voilà avec Actu People. Donc, big up, mon frère, je suis fier de toi. Et je crois que le bâton que nous avons donné là, vous avez bien attrapé. Voilà. Je vois beaucoup d'efforts en ce qui concerne la création, les concepts, People Polémique, par exemple. Quand bien même j'aime le travail de notre frère Nakoda, je crois que quelquefois, il bocade un peu trop les gens. Donc, un peu plus de finesse. Je crois que lui donnerait encore beaucoup plus de tonus. Et puis, il y a beaucoup de jeunes animateurs qui sont vraiment virulents sur la télévision, sur la 3, la 2. Showbuzz, je crois que le concept à l'origine est bon. Mais c'est le travail pour gagner l'information, la quintessence même, pour aller trouver le scoop. Parce que pour trouver le scoop, là, on ne dort pas à la maison tous les jours derrière madame pour trouver le scoop. Le scoop, là, il se déroule. Par exemple, je crois que quand on regarde le temps de réaction des journalistes culturels, lorsque, par exemple, notre très bien-aimé fils et neveu, parce que j'étais très ami à son père, Arafat, j'étais ami avec Pierre. Et je crois que la dernière fois que j'ai travaillé avec Pierre, c'était pendant les 10 ans de Serge Kassi, les 10 ans de Serge Kassi à l'université, au complexe de l'université. Donc, et à cette époque-là, Arafat n'était pas encore Arafat. Et la bonne anecdote, c'est que lorsque nous sommes allés rencontrer Pierre pour qu'il nous fasse la sonorisation, etc., etc., je crois qu'il y a eu une petite anecdote à un moment donné où je ne sais pas qu'est-ce qu'Arafat avait fait, et puis il s'est énervé, et puis il dit, mais toi là-même, c'est pas possible. Mais c'est pas possible, toi là. Ça dit qu'il s'était un peu énervé, quoi. Mais en fait, Arafat déjà avait son concept dans la tête, il travaillait déjà là-dessus, et tous nous avons été fiers. Tous nous avons été fiers de ce qu'il a fait. La rencontre, vraiment, c'est une rencontre magique également. Parce que moi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je me pose la question, mais on s'est rencontrés où au fait? J'étais à la rédaction de Ivoire Soir. Il y a un jeune homme qui vient à mon bureau, à l'époque, je pense, il s'appelle Angelo Kabila. Il dit, mais il est venu voir Béranger Thia. Il me dit, ah, Béranger Thia. Donc moi, je dis, mais il n'y a pas de problème, hein. Et on se déplace, on va s'asseoir, on commence à faire connaissance. Il m'invite dans sa famille et je représente tout. Je profite de cette lucane ici pour présenter mes respects à son père, pour présenter mes respects à sa mère. Et à l'époque, sa mère disait, c'est ton grand frère. C'est-à-dire qu'elle disait à Kabila, c'est ton grand frère, il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Ce qu'il te dit là, il faut faire. Et donc, moi, je garde ça encore à cœur. Et donc, c'est comme cela que ça a commencé. Et on a commencé, après moi, mon boulot, hein, quand je finissais, le matin à Ivoire Soir. Le soir, là, la soirée, on est ensemble. Hein. On parle de tout et de rien, on finesse, on pense, on voit comment est-ce qu'il faut faire la promotion, comment est-ce qu'il fallait faire en sorte qu'il y ait la presse puisse suivre chaque mouvement de Magic System. Il fallait choisir des journalistes d'ici et de là. On les choisissait, que ce soit Top Visage et tout. On faisait en sorte qu'ils soient au milieu du scoop, qu'ils aient les nouvelles de Magic System au quotidien. Donc c'était du boulot. Voilà. Bon, moi, il y a une bonne partie de l'aventure de Magic System, hein, en tant qu'on le connaît aujourd'hui, c'était d'abord un groupe qui était plus large. Et puis par la suite, je crois que la première production n'a pas donné, comme on le dit, en Côte d'Ivoire.
Bon, et ils étaient beaucoup dans le groupe. Ensuite, il y a une certaine scission parce que le producteur d'alors avait souhaité, celui qui l'avait souhaité qu'il y ait une scission parce qu'il estimait que le groupe était trop grand. Ils ont essayé de faire une scission tout en gardant un peu les liens d'amitié. Donc, on a connu par la suite les marabouts et puis Magic System. Ils sont restés amis et la collaboration a continué pendant longtemps et je crois qu'aujourd'hui, l'amitié même continue. Je me rappelle que on était à Cotonou, donc à Akpakpa. Je pense qu'on appelle Akpakpa village. Akpakpa centre, c'est un peu là où l'hôtel se retrouvait. C'était un hôtel qui était géré par une femme blanche. J'ai bonne mémoire. Et puis à Akpakpa centre, ils avaient comme un centre culturel. C'est là que s'est déroulé le premier concert live. Le second concert live s'est déroulé à Porto Novo. À Porto Novo, je crois que c'est dans un cinéma, si j'ai bonne mémoire. Et à cette époque-là, je disais premier concert live parce que avant cela, on faisait beaucoup plus de playback. Et donc, en Côte d'Ivoire, on avait tenté déjà des concerts live, mais le véritable concert live à l'international, c'était là, à Cotonou. Et ça a été un succès époustouflant. Mais il fallait dire que les répétitions ont été vraiment haches parce que ceux qui devaient travailler sur l'album là-bas, ils ne connaissaient pas grand-chose de Magic System. Ils avaient un DVD, ils ont essayé de travailler le mieux qu'ils pouvaient. Donc, à un certain moment, il fallait agencer, travailler un peu comment est-ce que l'agencement allait être bien. Et moi, je te dis, hein, à Salfo, il est né Puesta. Moi, je te dis. Parce que ce n'était pas facile et ce n'était pas évident. Ce n'est pas facile. Je veux dire qu'on est parti le micro ici à le micro là. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Alpha a toujours été prêt, moi je crois. Parce qu'il a toujours été leader. Il est aujourd'hui le leader, évidemment, du groupe Magic System. Mais il a toujours été le leader. Hein. Sans, il n'y a rien à dire là-dessus. Il avait une vision, il savait ce qu'il faisait à chaque instant. Et lorsque l'aventure internationale a commencé, avec déjà ce qu'il avait dans la tête, il savait très bien qu'il fallait très tôt rentrer à l'assassin. Il savait très bien et très vite qu'il fallait que dans la négociation des contrats les plus importants, il fallait s'entourer de personnes qui savaient ce qu'ils faisaient. Je crois que l'une des négociations de contrats auxquelles moi, personnellement, j'ai de façon à distance participé, c'était évidemment avec GPS Production, lorsque, évidemment, GPS voulait s'enquérir des droits des Magic System. Et moi, je crois que le contrat qu'on lui proposait à l'époque était vraiment... Il était fou. Il n'était pas bien, en tout cas. Et donc, et quand ils m'ont... Depuis Paris, je crois que l'appel est venu de... J'étais, je pense, à l'époque, et je ne voudrais pas dire son nom ici, parce que j'étais avec quelqu'un qui, malheureusement, est aujourd'hui... Moi, je suis homme d'affaires, qui est malheureusement politique, qui était à mes côtés. Et donc, je crois qu'en fait, l'appel est venu sur le téléphone de la personne lui a dit, mais je suis avec le chef du village. Et maintenant, ils m'ont dit, mais attends, tu sais qu'on a la négociation, est-ce que tu ne peux pas nous donner un peu de conseils là-dessus? Et donc, le tout dans la négociation, c'était une question de sur combien d'années il fallait signer le contrat. Et puis, bon, les pécules, l'argent qui allait passer là-dedans. Et je crois qu'ils ont fait le bon choix. Ils ont raccourci le contrat. Et puis, ils ont fait un bon gain en ce qui concerne les ristournes. J'ai de belles relations avec la Salfo, qui est un frère. Je suis fier de lui parce que ce n'est pas n'importe qui arrive au niveau où il est arrivé. Il a beaucoup travaillé, il est beaucoup méticuleux. Et c'est un grand rêveur. Il sait peut-être beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Il a rêvé tout ce qui lui arrive aujourd'hui. Il s'est projeté dans le temps pour se mettre là où il est aujourd'hui. Et je crois que Dieu aidant, il est arrivé à ce niveau-là. C'est quelqu'un qui est un bon bosseur, qui a aujourd'hui beaucoup de cordes à sa guitare parce que c'est aujourd'hui non seulement un chanteur, producteur, promoteur des spectacles, l'homme de l'événementiel, etc., etc. Et donc, et même avec sa fondation, il est en train de faire de grandes choses en Midi. Donc, à Salfo, moi, je suis fier d'à Salfo.
Le FEMIA, évidemment, c'est une grosse production aujourd'hui, comme on la voit. Le FEMIA est en train de placer à Nomabo un petit village là, à côté de la lagune, là, un petit village précaire, j'ai envie de dire, a mis le nom d'Anoumambo sur la carte mondiale. Aujourd'hui, il y a des gens qui rêvent d'Anoumambo comme s'ils rêveraient de partir à New York. Moi, je veux bien partir à Anoumambo. Quand on se retrouve au Cameroun, au Togo, au Bénin et même en France, les gens se posent bien la question de savoir, mais c'est où Anoumambo? Et merci à Salfo pour ce travail-là. Il a également mis la Côte d'Ivoire sur un piédestal. Parce que grâce aujourd'hui à des personnes comme Alpha Blondy, Tikenja, Salfo, Mewe, bon, j'en passe. Aujourd'hui, on connaît un peu la Côte d'Ivoire. On parle plus de la Côte d'Ivoire. On s'intéresse un peu plus à la Côte d'Ivoire musicale. Grâce également à mon neveu Arafat, j'ai envie d'appeler mon neveu parce que je suis l'ami à son papa. Mais on n'est pas parenté, hein. Faut que je fasse, que je le dise ici. Voilà. 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 Dans notre culture africaine, on a cette tendance à vouloir trouver la source du succès dans des Canaries. Et ça, ce n'est pas vrai du tout. Il faudrait que maintenant les jeunes Ivoiriens en général, les jeunes Africains, hein, sur l'échelle, que les jeunes Africains comprennent que c'est le travail qui paye. Ok? Tu fais ta musique, tu fais ta composition, tu essaies de t'entourer d'une équipe solide. La chance, et je veux le dire encore, à cette époque-là, c'est Magic System qui avait compris très tôt qu'il fallait avoir une équipe forte autour. Et je voudrais aussi, à ce moment-là, remercier un peu les gens qui... Parce que personne ne peut tirer hein, le pain pour dire, moi, non, non, non. Leur succès et leur ingéniosité, c'est Dieu qui leur a donné. L'intelligence de Assalfo et d'Angelo Kabila, c'était de comprendre très tôt qu'il fallait s'entourer. Ils ont compris le bâton magique de la presse. Comment est-ce qu'on peut marcher avec la presse? Comment, j'ai envie de dire, utiliser la presse pour se promouvoir. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait vraiment de façon ingénieuse. Pour chaque concert qu'ils ont fait. Déjà à l'époque, que ce soit ici ou que ce soit ailleurs, en Europe, ils ont eu effectivement, ils s'arrangeaient pour que la presse soit présente. Présente. Même dans les plus petits concerts à l'époque, au début, qu'on faisait à Boaké, on s'arrangeait qu'il y ait 3-4 journalistes au moins de bords différents qui venaient avec nous pour qu'eux-mêmes puissent rendre compte de ce qu'ils voyaient, de comment est-ce que les populations réagissaient quand ils voyaient Salfo et ses amis, de comment est-ce qu'ils étaient quand ils étaient sur scène. Et je crois qu'il y a beaucoup d'entre eux aussi qui ont beaucoup d'anecdotes à donner. Voilà. Et donc, vraiment, ils ont compris ce que c'est que la presse. Et c'est leur point fort. Comment utiliser la presse. Et évidemment, tout le monde le sait, ils ont bien réussi. Mais justement, quand on dit le leadership, c'est quoi? Le leadership, c'est la manière de gérer les hommes et de gérer les affaires. Il a prouvé. Et il y a beaucoup de groupes hein, qui ont éclaté, hein, qui ont commencé à 3-4, et puis il y a des groupes qui ont disparu. Beaucoup de groupes ont disparu, que ce soit ici ou que ce soit ailleurs. Hein. Et il est difficile de maintenir un groupe pendant 20 ans. Il est difficile de maintenir un groupe pendant 20 ans. Il est difficile de faire en sorte que chacun un peu a ses différents goûts. À un certain moment, chacun veut commencer une nouvelle aventure et tout, mais comment maintenir le groupe ensemble? Comment maintenir le groupe ensemble? Et je crois que là, ce leadership-là, c'est à Salfo. Qu'il a su à un certain moment donné, quand il sait qu'il y a des grincements des dents, il amène tout le monde à la maison. Nous, on en a fait. On a fait des réunions que vous pouvez voir. On ne peut pas sortir ici. Mais je veux dire que tout n'est pas toujours rose. Mais il y a des moments où, bon, il y a des trucs, et puis on se met ensemble, comme on le faisait. À l'époque, je pense que Assalfo était à Makori Hibiscus. Ah, que Dieu sait. Combien de fois on s'est assis dans la maisonnette d'Assalfo pour régler les problèmes. Combien de fois on devait appeler
Du genre, c'est que tu dois quitter, je sais pas, le Pougon Cocody, et tu viens, on s'assoit, et puis on dit, bon, c'est entre nous, c'est en famille.